Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Bonjour Quentin, je suppose que tu vas nous parler de Mayotte aujourd'hui. Et oui, bien sûr. Mayotte, un archipel français de l'océan Indien, devenu 101e département français en 2011 à la suite d'un référendum. Perché sur le 12e parallèle en latitude de l'hémisphère sud à 300 km de Madagascar, 500 km du Mozambique, 1400 km de l'île française de la Réunion et à 8000 km de Paris. Une population de 320 000 habitants pour une superficie de 375 km², 10 km² pour l'île de Petite-Terre, 365 km² pour Grande-Terre, qui porte bien son nom, et qui abrite Mamoudzou, la capitale de l'archipel située sur la côte orientale de Grande-Terre. Nous sommes le 13 décembre 2024. Le cyclone intense Chido, qui a frôlé le nord de Madagascar, est en approche. La vigilance rouge est déclenchée à 22h locale. Mais un espoir persiste, celui de voir le météore passer légèrement au nord de Mayotte, un scénario déjà dangereux en soi, mais pas celui du pire. Le lendemain matin, cet espoir s'envole. L'œil de Chido traversera l'île de part en part, l'exposant aux conditions les plus violentes et dangereuses du mur de l'œil. Il est 7h locale lorsque l'alerte violette est déclenchée, une première pour Mayotte. La population mahoraise doit rester confinée, y compris les secours. Les conditions météorologiques sont encore raisonnables, mais cela ne va malheureusement pas durer. Il est 10h locale lorsque le mur de l'œil s'abat sur la côte est. La station météo de l'aéroport, située sur Petite-Terre, enregistre des vents moyens à autour de 150 km/h. On a même une pointe à 156 km/h et on reste sur des vents moyens avec une rafale à 226 km/h. À l'intérieur de l'île principale, une rafale à 194 km/h est mesurée précisément à Coconi avant que l'anémomètre soit endommagé. 5 heures de conditions cycloniques, dont 3 heures dans le mur. Un mur météorologique, bien sûr, mais un mur également de souffrance. Un mur au sein duquel le temps se dilate pour les Mahoraises et Mahorais. Calfeutré dans un placard alors que le toit s'envole, luttant pour la survie lorsque son habitat précaire s'effondre, les minutes deviennent des heures. Dans l'après-midi, le cyclone s'éloigne de Mayotte pour filer vers le Mozambique. Les dégâts sont incommensurables. On a entendu que Chido était le pire cyclone à avoir frappé Mayotte depuis 1934. C'est exact ? Mais oui, c'est tout à fait exact. Il existe un précédent cyclonique en 1984, mais l'événement était clairement un cran en dessous de Chido. Chido a abordé Mayotte en tant que cyclone tropical intense, un événement extrêmement rare du coup pour l'île et plutôt rare au nord de Madagascar et du canal du Mozambique. Ces intensités sont en revanche plus fréquentes au sud, notamment au niveau ou à proximité de l'archipel des Mascareignes qui abrite l'île de la Réunion et l'île Maurice. Ainsi, à l'échelle du sud-ouest de l'océan Indien et sur l'intégralité de la saison cyclonique, qui va de novembre à avril, on compte en moyenne 3 cyclones d'une intensité au moins égale à celle de Chido. Peux-tu nous parler du système de vulnérabilité de Mayotte ? Oui, bien sûr, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les facteurs de vulnérabilité sont exacerbés à Mayotte et ne manquent pas. Il est difficile de tout dire, d'être exhaustif, tant le sujet mérite à lui seul de long développement. On peut tout d'abord et évidemment évoquer la vulnérabilité sociale et économique dans un contexte de forte croissance démographique depuis plusieurs décennies. Cette forte croissance s'explique par un solde naturel, de nombreuses naissances, et un solde migratoire positif. Les mouvements migratoires viennent de l'archipel des Comores, au nord-ouest de Mayotte, ainsi que de Madagascar et du Mozambique. Les revenus de la population mahoraise sont faibles à très faibles. Le PIB par habitant est de l'ordre de 9 500 €, alors que celui de la métropole dépasse les 40 000. Le PIB par habitant mahorais est par ailleurs nettement inférieur à celui de l'île de la Réunion, autour de 20 à 22 000 €, mais 6 fois supérieur à celui des Comores et 16 fois supérieur à celui du Mozambique. Mayotte est ainsi à la fois le département le plus pauvre de France et un îlot de richesse locale et régionale. Aujourd'hui, 77% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté, 50% vit en dessous de 260 € par mois. Conséquence logique, de nombreux habitats de Mayotte sont informels et précaires. On estime que 100 000 personnes vivent au sein de ces logements dont plus de 85% n'ont ni fondation, ni accès à l'électricité, ni accès à l'eau courante.
Enfin, au sein des bidonvilles, 65% des habitants évoluent avec une superficie égale ou inférieure à 16 mètres carrés, alors que chaque foyer abrite en moyenne 6 personnes. À ces vulnérabilités sociales, économiques et donc matérielles se cumule une vulnérabilité topographique. En effet, ces quartiers informels sont le plus souvent situés sur les hauteurs, comme le bidonville de Kaweni sur les hauteurs de Mamoudzou, où les rafales de vent ont probablement été encore plus violentes, probablement des pointes à 240-250 km/h, mais on n'a pas pu le mesurer. Par ailleurs, les fortes pentes sont propices au glissement de terrain et aux coulées de boue en cas de forte précipitation. Et l'éloignement avec la métropole est également un facteur de vulnérabilité en soi. Et oui, tout à fait. Il faut plusieurs semaines pour rejoindre Mayotte au départ de la métropole par voie maritime, en passant par le canal de Suez et la mer Rouge, soit le chemin le plus court. Et ce n'est pas la sécurité et l'instabilité de cette région du golfe d'Aden qui arrange évidemment la situation. Une des solutions qui a été trouvée consiste à organiser un pont aérien entre la métropole et l'île de la Réunion, puis de l'île de la Réunion vers Mayotte, exploitant quelques jours après la seule bonne nouvelle immédiate, à savoir la piste de l'aéroport de Mayotte restée praticable. Oui, avec la réparation de la tour de contrôle et de la signalisation, l'accès aérien à Mayotte sera facilité. Et oui, et petite précision aussi, on a dit que le cyclone avait frappé en fait le Mozambique, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, dans la région du Cabo Delgado, où l'insécurité, l'instabilité politique règnent, ce qui constitue des facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, alors notre prochain rendez-vous au cinéma, le scénario, se tiendra le jeudi 23 janvier à 20h avec le film Food Cop. En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. Intense, chaotique et impolie, la Park Slope Food Cop a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand quelques utopistes ont décidé de monter un supermarché coopératif dans leur quartier. Nageant à contre-courant de tout ce qui définit The American Way of Life, les grands principes de la Park Slope Food Cop sont simples. Chaque membre lui consacre 2h45 de travail par mois, c'est précis, très précis, et en échange bénéficie de produits alimentaires de qualité exceptionnelle à des prix très bas. L'équipe Agir pour tous animera le débat avec l'épicerie coopérative bio de Nozay. Je ne connaissais pas cette initiative américaine. Et quelles sont les nouvelles sur les balades et ateliers nature ? J'imagine que tu en as. Oui, alors le programme s'allège avec les fêtes. On rappelle notre dernier rendez-vous de décembre, samedi 28 décembre de 14h30 à 17h30. Vous avez rendez-vous avec deux animatrices, Isabelle et Aurélie, au Jardin des Merveilles, au Châtelier, pour une pause nature en famille proposée aux adultes et enfants à partir de 4 ans. Et là aussi, j'imagine que tu as des nouvelles. Quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? Alors, nous avançons sur la collecte du contenu et le développement du site internet qui sera complété par un groupe Facebook et une messagerie sur Telegram pour faciliter les échanges entre citoyens de chaque commune. Parfait. Parallèlement, nous finalisons notre demande de soutien de fonds Leader auprès de l'Union européenne. Impeccable. Et pour la forêt comestible pour tous à Bain-de-Bretagne, la phase de plantation a bien commencé, me semble-t-il. Oui, nous étions tous sur le terrain ce week-end, samedi 7 décembre, équipés de 2 tarières et de bêches. Nous avons fait tous les trous. Puis nous avons planté dans l'après-midi les arbres et plantes qui avaient été livrés. Notre prochain rendez-vous de plantation se fera le samedi 18 janvier pour une nouvelle livraison de végétaux. Et encore un joli succès en perspective, j'imagine. Oui, ça c'est un beau chantier qui va être au fil de l'eau pendant des années. Et je crois que tu as rencontré une personne d'exception cette semaine, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je suis allé à la rencontre de Daniel Bélier, qui depuis près de 50 ans a réalisé une véritable œuvre de biodiversité au refuge de la Guitonnée, sur la commune d'Hercé-en-Lamé. Écoutons-le.
Alors bonjour Daniel, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, je m'appelle Daniel Bélier, j'habite la Guitonnay, à Hercé-en-Lamé. Je suis un passionné de la faune sauvage et de la flore sauvage également. J'ai un refuge de 8 hectares sur la commune où je fais des animations avec les écoles, les clubs de retraités, des malentendants de Rennes aussi d'ailleurs pour écouter les oiseaux. Alors vous avez réalisé un travail exceptionnel depuis 40 ans, pouvez-vous nous en parler ? Je suis arrivé sur ce lieu-dit en 1975 où j'ai acheté une maison en pierre qui était une ruine presque, avec un petit terrain de 5000 m². Et voilà, donc j'avais déjà le but de créer un refuge, c'était ma ligne droite. Et donc j'ai profité du remembrement pour acquérir une parcelle. Donc le refuge fait environ 8 hectares aujourd'hui. Et mon but c'était de refaire des haies. J'ai fait environ 6 km de haies. J'ai environ planté 3000 arbres. C'est bien parce que c'est un terrain où il y a une grosse diversité. Ça part du Semnon-la-Rivière, des prairies humides avec une joncheraie, un plateau avec des prairies rases où j'ai 4 chevaux qui entretiennent, entre guillemets. Il y a des mares. Après, il y a un arboretum de 2 hectares qui a une vingtaine d'années maintenant, que j'ai fait en pensant à mon père qui travaillait au Tabor à Rennes. Donc là, c'est un mix de conifères et de feuillus. Toute essence, locale, mais pas que locale, parce que moi, il y a déjà 10 ans, je commençais à m'intéresser déjà au dérèglement climatique, que nous, les petits ornithologues amateurs, on connaissait déjà. Alors, et quels sont vos projets ? Les projets, je viens d'acheter une ruine qui touche au refuge, là, qui en fait partie maintenant d'ailleurs, quoi. Je vais l'aménager pour la faune sauvage, c'est pas pour l'habitation. Et il y a des chouettes effraies des clochers, des hirondelles rustiques, des fouines, enfin beaucoup de choses. Et je vais installer des observatoires parce que il y a une vue sur la vallée de la Vilaine. C'est un passage migratoire pour les oiseaux en plus. Et donc c'est intéressant de faire quelque chose. J'aime la pierre et le bois. Et donc je voulais sauver ce petit bout de ruine pour en faire quelque chose d'utile pour la faune sauvage. Alors j'ai lu aussi qu'il y avait une volonté de préservation du site au travers de ce qu'on appelle une ORE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les ORE, donc c'est Obligation réelle environnementale. C'est une loi qui est assez récente et qui permet aux particuliers de préserver leur patrimoine. C'est-à-dire que moi, là, je vais le faire là bientôt. Je vais signer un contrat devant un notaire avec une association de protection de la nature. Et dans ce contrat, on va mettre tout ce qu'on veut préserver sur mon patrimoine. Et donc, mes héritiers, les futurs propriétaires, devront respecter. Ils ne pourront pas toucher ce qui a été mis dans le contrat, quoi. Pour une durée, on peut aller jusqu'à 99 ans. Donc pour les particuliers, c'est vraiment une nouvelle loi qui est très intéressante. Écoutez, merci beaucoup Daniel et à bientôt. Avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser, podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Eh bien super, et à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.